Jiro était un garçon apparemment ordinaire vivant au Japon moderne. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il pouvait parler aux animaux et le monde a changé pour toujours. Il se battait souvent avec les autres garçons qui le harcelaient à l'école primaire, l'appelant un monstre. Mais Jiro ne reculait jamais et finissait par se battre avec eux presque tous les jours. Un jour, il rentre d'un autre combat à l'école et s'assoit à côté de son chien de famille, Nachai, qui lui demande gentiment s'il s'est encore battu. Jiro répond que les garçons à l'école l'appellent un monstre, donc il n'a pas d'autre choix que de se battre. Nachai lui parle calmement, lui disant de ne pas prendre leurs mots à cœur, car un jour, il réaliserait à quel point son pouvoir est incroyable. Plusieurs années passent, et Jiro est maintenant un jeune homme bien bâti. Mais une chose n'a pas changé, sa capacité à se battre sans raison. Il s'approche de 3 voyous au lycée, sous un pont, qui lui disent que leur senpai est le chef de la Ligue des démons. Mais Jiro semble complètement indifférent, se gratte le nez et répond qu'il s'en fiche, et pense que son senpai n'est qu'un idiot. En entendant cela, Bagun se fâche et essaie de frapper Jiro, mais il est trop rapide et évite facilement le coup avant de le pousser dans la rivière. Les 2 autres garçons ont un peu peur, se demandant quel mouvement de ninja c'était, mais Jiro n'est pas du genre à reculer et commence à taquiner les 2 autres, les forçant à se battre. Ils décident de l'attaquer ensemble, mais ils ne sont pas de taille face à Jiro qui les surpasse facilement et les fait fuir, battus et trempés. Soudain, Jiro entend une voix derrière lui, le remerciant pour son aide, et il se retourne pour voir un corbeau et un chat s'approcher. Le chat le remercie encore une fois, disant que ces voyous leur causent beaucoup de problèmes, mais le chat s'inquiète davantage pour Jiro, car les voyous pourraient vouloir se venger. Jiro leur dit de ne pas s'inquiéter, car il sait comment gérer ces situations. Sur ce, il leur dit au revoir et retourne chez lui. Il trouve son père l'attendant et comprend tout de suite que Jiro s'est encore battu. Il commence à crier, disant qu'il ne lui a pas appris l'art du ninja pour qu'il agisse comme un vaurien et frappe les gens. Jiro se fâche et rétorque que personne ne se soucie des ninjas et qu'ils ne sont qu'une perte de temps. Cela met son père en colère et il lui lance des projectiles en colère que Jiro évite rapidement. Son père sort un katana et lui dit que c'est un héritage familial transmis depuis l'époque Edo, quand leur famille l'a reçu du shogun lui-même pour bravoure au combat. Il dit à Jiro d'agir comme un adulte, car c'est lui qui portera leur lignée. Mais Jiro sourit à son père, disant que l'épée doit être un faux inoffensif. Cela énerve son père, qui dégaine la lame, prêt à montrer à son fils à quel point l'épée est réelle, pendant que Jiro court et demande pardon. Une fois tout cela terminé, le père force Jiro à tout nettoyer et lui dit qu'il va à la réunion de l'association de la ville et ne reviendra pas avant tard dans la nuit, donc il doit verrouiller avant de dormir. Jiro murmure qu'il n'est pas un enfant quand soudain le corbeau réapparaît et crie à Jiro qu'ils ont une urgence. Il dit qu'un chat dans les bois semble dans un état terrible et le conduit rapidement à travers la forêt où il trouve le chat allongé sur le sol dans une flaque de sang. Jiro réalise que le chat est encore vivant et se demande ce qui a pu causer cela. Il s'approche du chat pour s'assurer qu'il est toujours en vie, et soudain quelque chose se passe dans l'âme du chat, comme si un être démoniaque venait de se réveiller. Jiro ramène le chat chez lui et le soigne suffisamment pour qu'il regagne lentement sa force et ouvre enfin les yeux. Jiro entre dans la pièce avec de la nourriture pour chat et remarque que le chat semble avoir passé la phase la plus dangereuse et devrait aller mieux maintenant. Il demande au chat quel est son nom, disant que même les animaux errants ont leur propre nom, et le chat répond sarcastiquement que même s'il lui disait son nom, les humains sont trop stupides pour comprendre une autre langue. À son insu, Jiro peut comprendre le langage animal, ce qui effraie le chat qui se cache sous le lit, refusant de sortir. Jiro essaye de convaincre le chat de sortir, disant qu'il sait que le chat peut être un peu surpris. Mais il ne devrait pas s'inquiéter, car Jiro est complètement inoffensif. Le chat ressent une énergie spectrale, mais ne sent rien, ce qui signifie que Jiro est juste un humain normal. Mais il ne comprend pas comment il peut comprendre la langue des animaux. Jiro décide finalement d'essayer une autre méthode et sort son arme secrète, des friandises pour chat. Il ne faut pas longtemps au chat pour sortir et commencer à dévorer le repas, tandis que Jiro s'assoit à côté de lui, satisfait de lui-même. Après avoir fini son repas, le chat regarde Jiro et dit qu'il n'est pas un chat, mais un immortel nommé Rago. Les gens les appellent aussi Mononoke. Jiro est confus. Qu'est-ce que le chat raconte?
Mais Rago explique que les Mononoke sont des êtres magiques qui peuvent prendre forme humaine ou animale à volonté, et la plupart des humains n'en ont aucune idée. Certains vivent parmi les humains, tandis que d'autres préfèrent la solitude dans les montagnes ou les bois. Jiro demande comment il a été blessé, et Rego répond qu'il a été attaqué par un autre Mononoke. Jiro demande comment cela s'est produit, et Rego répond qu'il n'en a pas la moindre idée. Il sait juste qu'il était dans un profond sommeil pendant longtemps, et qu'il a été réveillé de son sommeil pour se retrouver complètement entouré. Il voulait son aide, mais Rego a refusé, alors ils se sont ligués contre lui et l'ont battu à mort. Jiro demande pourquoi il ne les a pas aidés, puisqu'ils étaient aussi des Mononoke. Mais Rego répond qu'il déteste ces créatures, des parasites qui cachent leurs faiblesses derrière quelqu'un de plus fort. Cela touche Jiro, pendant que Rego dit qu'il ne le croit probablement même pas, donc ça n'a pas d'importance. Jiro admet qu'en ce moment, rien de tout cela n'a de sens pour lui. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne croira pas Rego. Il dit qu'il peut parler aux animaux, ce qui est déjà assez étrange, donc il n'a pas à croire en quelque chose d'aussi bizarre qu'un Mononoke. Plus tard dans la soirée, Jiro donne à Rego une bonne douche pour s'assurer qu'il est propre, et remarque que les blessures de Rego sont déjà complètement guéries. Il dit qu'il croit maintenant qu'il n'est définitivement pas un chat ordinaire, car plus tôt, il pensait juste que le chat racontait des absurdités comme beaucoup de gens le font en mourant. Il dit que Rego lui rappelle son vieux chien Nachai, même s'ils sont complètement opposés en personnalité, car Nachai était un très bon chien. Il dit qu'à l'époque, il se faisait souvent harceler et rentrait chez lui avec des éraflures et des coupures. Nachai lui demandait de l'aider à prendre un bain. Et en faisant cela, Jiro oubliait tout ce qui s'était passé durant la journée et se détendait à nouveau. Plus tard dans la nuit, Jiro se couche et vers minuit, Rego se lève à la fenêtre et dit au revoir à Jiro, affirmant qu'il lui doit la vie. Mais pour l'instant, il doit partir. Rego saute par la fenêtre et réalise que même si ses blessures ont guéri, il n'est pas encore aussi fort qu'avant. Avant qu'il ne puisse s'éloigner, Jiro apparaît derrière lui en bâillant, demandant où il va. Cela effraie Rego, qui demande comment il a pu descendre si rapidement. Jiro ne se soucie pas vraiment de répondre et demande où Rego pense aller dans cet état. Rego dit que ça ne le regarde pas et Jiro répond qu'il est celui qui l'a sauvé. Rego réplique qu'il n'a jamais demandé à être sauvé. Jiro a tout fait de son propre chef et de plus, il n'aurait pas été dérangé de mourir là-bas dans la forêt. Jiro demande pourquoi il dit cela et Rego répond encore que ça ne le regarde pas. Jiro se fâche et dit qu'il ne laissera pas Rego partir tant qu'il n'aura pas de réponse. Mais cela énerve Rego qui se retourne, débordant d'énergie démoniaque, et dit à Jiro de se taire et de retourner dormir avant qu'il ne transforme sa trachée en griffoir personnel. Il dit à Jiro de ne pas oublier qu'il est un Mononoke, un spectre mangeur d'hommes, donc il vaudrait mieux qu'il s'éloigne de lui le plus vite possible. Jiro est choqué d'entendre cela, et juste à ce moment, une autre voix les interrompt. Jiro se retourne et aperçoit un homme énorme debout dans la cour avec eux. Rego réalise qu'il a raté son opportunité de s'enfuir pendant que Jiro se tourne vers l'homme énorme et lui demande s'il aime entrer chez les gens sans y être invité. L'homme dit à Jiro de se taire car il va être dévoré bientôt. Sur ce, il transforme son bras en bras démoniaque et essaie de couper Jiro en deux, mais Rego donne un coup de pied à Jiro pour le dégager et s'enfuit dans la forêt, forçant le grand Mononoke à le poursuivre. Jiro est trop abasourdi pour bouger, pendant que Rego fait de son mieux pour distancer la bête, sachant qu'il doit juste prendre de la distance. Mais à cause de ses blessures, il n'est pas à pleine force, et le grand Mononoke le frappe en plein vol, le faisant tomber au sol. Le Mononoke rit de Rego, disant qu'il n'est pas très impressionné par la légendaire étoile de la mort, Rego, et lui dit de venir calmement avec lui, car il ne voudrait pas tuer un autre Mononoke. Rego se fâche et déborde d'énergie démoniaque, disant qu'ils veulent juste obtenir ses pouvoirs. Donc, s'ils sont prêts à payer de leur vie, ils sont les bienvenus pour le ramener. Les deux démons se préparent à un affrontement, mais juste au moment où ils s'apprêtaient à s'affronter, Jiro surgit de nulle part avec son épée et tranche le bras de l'homme, le forçant à reculer alors qu'il commence à saigner. Rego est choqué et demande à Jiro s'il a un désir de mort et lui dit de fuir. Jiro dit que si Rego meurt maintenant, tout ce qu'il a fait pour le sauver serait vain, et il ne laissera pas ça arriver. Rego lui ordonne de s'éloigner, ce n'est pas une bagarre d'enfant, mais il est trop tard. Nien. Le grand démon se fâche et se transforme en un monstre ressemblant à un Bigfoot.
Le monstre énorme est surpris que Jiro ne semble pas impressionné par sa taille ou le fait qu'il soit un démon mangeur d'hommes, alors il attaque Jiro pour voir ce qu'il peut faire. Rego pense que Jiro est fini, mais à sa surprise, Jiro réussit à s'échapper et apparaît derrière lui avec une épée. Ce que Jiro ne s'attendait pas, c'est que le monstre soit si rapide, apparaissant derrière lui en plein vol et le poignardant avec son doigt, le transformant en kebab. Jiro commence à cracher du sang, mais il essaie encore de balancer son épée, mais le monstre est trop rapide et l'esquive à nouveau. Jiro tombe au sol, dans une flaque de son propre sang, la vie s'échappant de ses yeux. Rego s'approche de lui, complètement stupéfait, pensant à quel humain étrange est Jiro. Il a sauvé un Mononoke sans raison et était prêt à donner sa vie pour une bête qui le mangerait dès qu'elle en aurait l'occasion. Le monstre Bigfoot rit de Jiro et dit à Rego qu'il n'a pas dû manger depuis un moment et doit avoir faim, alors il devrait manger l'humain pour retrouver sa force et avoir un meilleur combat. Rego se retourne avec colère dans les yeux et dit au Mononoke de se taire, affirmant qu'il va mourir bientôt. En pensant à comment il pourrait manger Jiro pour retrouver sa force, il décide de ne pas le faire, pas après ce qu'il a fait pour un Mononoke. Au lieu de cela, Rego rassemble tout son pouvoir spectral et le déverse dans Jiro, sacrifiant sa propre forme pour sauver la vie de Jiro. Le monstre est horrifié et crie à Rego, lui demandant comment il peut donner ses pouvoirs à un humain. Mais Rego lui dit de se taire et Jiro se relève à nouveau. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais Rego lui dit de se concentrer sur le combat. Il esquive les attaques continues du monstre pendant que Rego lui dit de se préparer à attaquer. Jiro affirme qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse faire quoi que ce soit contre ce monstre. Mais Rego lui dit de ne pas s'inquiéter et de frapper le Mononoke au bon moment. Jiro lui fait confiance et synchronise parfaitement son timing. Avec les pouvoirs de Rego, il anéantit complètement le monstre, le déchirant en deux et le tuant. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui lui est arrivé, une femme sort un couteau et lui dit de ne pas bouger. Soudain, un gars apparaît en fumant une cigarette et lui dit de ne pas s'inquiéter car ils ne sont pas des Mononoke, mais juste des fonctionnaires ordinaires du département d'espionnage. Il affirme qu'ils emmènent Jiro en garde à vue, mais Jiro essaye de répondre et se fait immédiatement frapper à l'arrière de la tête par la femme, le mettant hors de combat. Les soldats déguisés en Stormtroopers commencent à se disputer entre eux sur qui s'occupera du corps inconscient de Jiro, car ils ont peur de lui. Mais avant qu'ils ne puissent prendre une décision, la femme qui a menacé Jiro décide de gérer la situation en traînant Jiro par la jambe, comme s'il s'agissait d'une carcasse qu'elle venait de tirer. Pendant ce temps, Jiro est perdu dans ses rêves où il se retrouve dans un endroit complètement blanc et aperçoit Rego devant lui, ressemblant à une brume. Rego dit que Jiro a un énorme trou béant dans la poitrine, ce qui confond Rego jusqu'à ce qu'il regarde vers le bas et aperçoive un grand trou. Mais avant qu'il ne puisse s'inquiéter, il finit par ouvrir les yeux et se retrouve dans un lit d'hôpital, avec un mal de tête. Il se redresse sur le lit et vérifie sa poitrine pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou. Quand une voix le surprend, la fille qui l'a ramené s'assoit à ses côtés. Sur son téléphone, elle fait défiler des vidéos en disant à Jiro qu'il a dormi pendant plus d'1 jour et demi et se présente comme Ikai. Avant que Jiro ne puisse poser d'autres questions, elle appelle directement son supérieur et l'informe que Jiro s'est réveillé et semble assez conscient pour avoir une conversation. Juste à ce moment-là, elle est distraite quand une brume noire s'échappe de Jiro et prend la forme d'un chat sur sa tête. Jiro est agacé par Rego qui est assis sur sa tête et les deux commencent à se disputer à nouveau, tandis que la fille essaye de les calmer, affirmant que c'est un hôpital. Un peu plus tard, le supérieur entre dans la chambre d'hôpital et parvient enfin à les calmer tous les deux, avant de dire à Jiro qu'il est un garçon coriace, car n'importe quel homme normal n'aurait pas pu survivre à ce qu'il a traversé. Avec ça, il se tourne vers Rego qui ressemble à un esprit sombre et lui demande comment il se sent. Mais Rego est beaucoup plus sceptique à propos de ces gens et dit à l'homme de s'occuper de ses affaires s'il tient à sa vie. L'homme réalise que Rego est beaucoup plus prudent qu'il ne l'avait prévu et ne lui fait pas confiance, mais sans même temps, il ne semble pas vouloir lui faire de mal non plus. Pour gagner leur confiance, l'homme décide de faire un tour de présentation formelle et se présente comme Shiba du bureau d'espionnage. Jiro intervient, affirmant qu'il sait pour qui il travaille, car il l'a déjà dit. Ce que Jiro veut savoir maintenant, c'est pourquoi ils l'ont arrêté.
Shiba est surpris que Jiro se souvienne de tout ça après avoir reçu un coup sur la tête. Il se tourne vers lui et demande s'il sait quelque chose sur un groupe appelé Oniwaban. Jiro lève un sourcil, ayant entendu son père en parler, et répond qu'il sait qu'ils existaient pendant le shogunat Edo et qu'ils étaient des agents secrets choisis par le shogun lui-même. Shiba est vraiment surpris que Jiro sache tout ça, et répond que leur travail ne s'est pas terminé avec la période Edo. En fait, ils ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui, où ils sont connus sous le nom de Bureau de l'espionnage. Il affirme que trouver des informations et faire de la contre-espionnage, c'est leur pain quotidien. De plus, leur travail consiste aussi à trouver et détruire les Mononoke. Il continue en disant que les Mononoke ne provoquent que rarement de gros incidents et que ceux-ci sont généralement causés par les humains eux-mêmes. Donc, la plupart du temps, leur travail consiste à protéger des VIP et à enquêter sur des organisations dangereuses. Shiba affirme que son département se concentre sur les Mononoke, ce qui signifie qu'il n'a généralement pas grand-chose à faire. Mais récemment, leur installation a été attaquée par une bande de Mononoke, alors que le Reigo qui était dans le corps de Jiro était présent. Comprenant cela, Jiro réalise que c'est ce que Reigo voulait dire en disant qu'il était dans un profond sommeil et qu'il a été réveillé brutalement. Sur ce, Shiba dit que c'est à son tour de poser des questions et demande comment Jiro s'est retrouvé avec Reigo en lui. Jiro leur raconte toute l'histoire et la fille Ikai est choquée. Elle demande à quel point Jiro peut être stupide de se mêler d'une affaire qui ne le concerne pas et d'essayer de sauver un Mononoke. Jiro rétorque en lui disant de se taire, car elle n'était pas là et ne connaît pas la situation. Shiba interrompt leur dispute et dit à Jiro qu'il le sait peut-être déjà, mais que la fusion de Reigo avec lui pourrait être permanente et qu'il pourrait n'y avoir aucun moyen de les ramener à leur état normal. Mais en même temps, ils doivent essayer de voir ce qu'ils peuvent faire et obtenir plus d'informations. De plus, ils savent que la bande de Mononoke veut Reigo, mais ils ne savent pas pourquoi exactement. Donc, le bureau va prendre Jiro sous sa protection pour le moment. Jiro n'aime pas du tout ça. Mais Shiba affirme qu'il n'a pas vraiment le choix, car une plainte pour personne disparue a déjà été déposée pour lui. Il dit que Jiro sera transféré dans une autre installation le lendemain et prévient que l'hôpital a plusieurs gardes, donc essayer de s'échapper serait complètement inutile. Jiro reste seul dans sa chambre d'hôpital, s'ennuyant à mourir, se demandant s'il sera toujours enfermé comme ça. Reigo rit, disant qu'il avait prévenu Jiro de ne pas s'impliquer, mais qu'il n'a pas écouté. Il affirme que c'est le bureau qui l'a scellé, donc ils ne vont pas traiter Jiro comme un humain. De plus, les Mononoke qui voulaient utiliser les pouvoirs de Reigo sont toujours là, et ils ne resteront pas les bras croisés, ils essaieront sûrement d'atteindre Jiro. Avant même que Reigo puisse finir, Jiro commence à faire une scène et se lève du lit, disant à Reigo d'être prêt car ils vont s'échapper. Il affirme qu'il ne va pas rester là à laisser quelqu'un d'autre décider de ce qu'il peut faire ou non. Reigo dit qu'il y a des gardes qui attendent dehors et qu'il ne va pas aider Jiro à sortir d'un autre pétrin qu'il a créé. Jiro affirme qu'il va tout gérer tout seul et regarde les corbeaux assis dehors à la fenêtre. Dehors, 2 agents spéciaux sont postés pour surveiller tout, quand soudain, ils entendent un bruit venant de l'intérieur, alors ils ouvrent la porte pour se faire attaquer par une bande de corbeaux à l'ordre de Jiro. Jiro passe devant eux et s'échappe de l'hôpital vers sa liberté. Au moment où le soleil se couchait, il était sur un pont un peu éloigné de l'hôpital, remerciant les corbeaux pour leur aide et leur donnant un sac en plastique de collation en retour. Ensuite, Jiro rentre chez lui pour retrouver son père, mais c'est son père qui le trouve à la sortie de la maison. Jiro essaye de trouver une excuse, mais son père ne répond pas et lui dit de le suivre. Jiro marche derrière son père qui le conduit vers un terrain vide, et quand Jiro demande pourquoi diable il l'a amené ici, il reçoit un coup de poing au visage qui l'envoie au sol. Jiro s'excuse d'avoir disparu pendant 2 jours, mais son père affirme que Sheba lui a tout raconté et comment il a été pris par le bureau de l'espionnage. Il dit qu'il ne peut pas croire que son propre fils soit fusionné avec un Mononoke. Jiro est surpris et demande comment il sait tout ça, et son père répond qu'il sait tout parce qu'il a lui-même été membre du bureau de l'espionnage autrefois. Soudain, Reigo sort du corps de Jiro sous sa forme spectrale, affirmant qu'il se sentait bizarre à propos du vieil homme et de son intention mortelle, et maintenant, il sait pourquoi. Le vieil homme répond qu'il ne laissera pas le bureau ou un Mononoke l'exploiter, donc il va plutôt tuer Jiro et Reigo avant de mettre fin à ses jours. Sur ce, il commence à se préparer, tandis que Jiro ne sait pas quoi faire. Son père se met en mouvement et essaie de porter un coup de pied,
mais Giro esquive. Ce n'était pas suffisant, car le vieil homme réduit la distance avant que Giro puisse réagir et enchaîne une série de coups que Giro ne peut pas bloquer. Il tombe à nouveau, saignant de la bouche et haletant, tandis que le vieil homme dit qu'il a pu enseigner à Giro assez pour se défendre, mais qu'il devait encore l'entraîner pour devenir un vrai guerrier. Mais ce rêve restera un rêve. Sur ce, il explose en mouvement et saute pour achever Giro. Mais Rego intervient et utilise sa griffe spectrale pour bloquer l'attaque et repousser le vieil homme. Il dit à Giro que le vieil homme a vraiment l'intention de le tuer, alors il devrait commencer à prendre ça au sérieux. Giro, en colère, dit à Rego de ne pas sortir tant qu'il ne lui dit pas. Il pense à l'époque où il était jeune et grimpait à un arbre pour sauver un chaton, mais ne savait pas comment redescendre. Son père était toujours là pour le rattraper si ça tournait mal. Il s'est fait gronder, mais son père était toujours présent. Le vieil homme le regarde d'un air menaçant, affirmant que pendant des années, il a lutté contre ses semblables et les Mononoke dans le royaume des ombres, un royaume qui est un véritable enfer. Et il a tout fait pour s'assurer que Giro soit éloigné de cela. Mais maintenant, il a compromis son plan en se mêlant de ce qu'il ne devait pas. Giro sourit, affirmant qu'il n'a aucun regret et promet de sortir de cette situation par ses propres moyens. Le vieil homme se fâche et se précipite pour lui donner un coup de poing, mais au lieu d'esquiver, il donne un coup de tête pour ralentir l'élan. Mais le vieil homme est trop fort, et Giro est projeté en arrière. Heureusement, il retrouve son équilibre en l'air et se redresse, le sang coulant de son front. Le vieil homme réalise que Giro ne va pas reculer même s'il meurt et décide qu'il ne peut rien y faire. Il admet sa défaite, affirmant qu'il est celui qui manque de détermination. Avant de quitter le terrain, à la tombée de la nuit, Giro est de retour dans son jacuzzi, profitant d'un bain quand Rego lui dit de ne pas courir vers la mort si facilement car cela rendrait complètement inutile le fait qu'il lui ait sauvé la vie. Giro sourit et appelle Rego son partenaire, affirmant qu'ils sont maintenant ensemble dans cette aventure. Pendant ce temps, le vieil homme reçoit un appel de Shiba, qui remercie et dit qu'ils étaient inquiets lorsque Giro s'est échappé de l'hôpital. Mais s'il est chez lui, tout devrait aller bien. Il affirme qu'ils vont envoyer une voiture demain pour récupérer Giro, car il va maintenant faire partie d'eux et qu'ils ont désespérément besoin de lui. Le lendemain matin, il se lève tôt pour tout préparer. Alors que Rego se demande s'il pense que c'est une bonne idée, Giro, de son côté, ne semble pas être quelqu'un qui réfléchit trop, mais Rego le prévient qu'il n'a aucune idée de qui sont ces gens. Et maintenant qu'il a aussi les pouvoirs de Rego, il est unique, et ils n'ont aucune idée de ce que ces gens pourraient lui faire. Giro sourit, demandant si Rego développe un faible pour lui, mais Rego lui dit immédiatement de se taire. Quand il a tout préparé et descend pour retrouver son père, Ichi arrive, visiblement agacée, affirmant qu'elle est là comme sa garde et son accompagnatrice pour s'assurer qu'il ne fasse rien d'idiot comme s'enfuir. Elle lui montre que le camion de l'entreprise l'attend dehors et qu'il va monter à l'arrière avec elle. Giro est agacé par la façon dont elle le regarde, comme s'il était un insecte, et se retourne pour dire au revoir à son vieux avant de partir avec Ichi. Son père lui dit de ne pas mourir, et Giro lui répond que ce n'est pas si facile de le tuer avant de quitter sa maison pour commencer son nouveau voyage. Dès qu'il monte dans le camion et qu'il commence à avancer, Ichai met une paire de menottes à Giro, le surprenant et lui demandant pourquoi il est traité comme un prisonnier. Ichai se demande à voix haute pourquoi diable elle a eu le job d'escorter cet idiot, affirmant qu'il se sent comme un prisonnier parce qu'il l'est en fait. Giro est confus et demande de quoi elle parle. Ichai répond que le bureau est une agence créée pour lutter contre les Mononoke, et en ce moment, il est à moitié humain et à moitié Mononoke. Donc techniquement, il n'est rien d'autre qu'un Mononoke prisonnier pour eux. Elle affirme qu'elle n'a aucune idée de ce que les supérieurs voient en lui pour allouer autant de ressources, mais elle prend son travail très au sérieux et fera tout comme il se doit. Giro la regarde et dit qu'il est gentil avec elle juste parce qu'elle est une fille et que s'il s'agissait d'un gars, il aurait déjà réglé son compte. Cela l'a mise en colère, et elle frappe le mur du camion juste à côté de son visage, provoquant une bosse et lui faisant peur. Elle lui dit qu'il y a deux choses qu'elle déteste le plus. La première, ce sont les Mononoke, et la deuxième, ce sont les sexistes comme Giro. Elle lui dit que pour elle, il n'existe même pas, alors il vaudrait mieux qu'il ferme sa grande gueule pour qu'elle puisse faire son travail en paix. Juste à ce moment-là, Rego apparaît à côté de Giro, disant à la fille de se taire car il essayait de dormir, mais clairement, aucun d'eux ne va lui laisser du repos.
Il regarde la fille, affirmant que le bureau doit vraiment manquer de personnel s'ils ont envoyé juste une fille pour les garder. Ichi le regarde avec dégoût et lui dit qu'elle ne parle pas au Mononoke sale, mais Rego continue, affirmant qu'elle a d'autres problèmes à gérer. Pendant ce temps, les deux conducteurs commencent à entrer dans une zone couverte de brouillard épais. L'un d'eux se demande pourquoi il y a tant de brume ici. Mais le conducteur affirme qu'il se dirige vers une montagne et que le brouillard doit venir de là. Soudain, le conducteur aperçoit quelqu'un debout dans le brouillard au milieu de la route. Il se retourne pour le dire à l'autre gars à côté de lui. Mais au moment où il tourne la tête, il voit qu'un homme avec des lunettes étranges a décapité son ami. À l'arrière du camion, ils entendent soudain un cri, suivi d'un violent choc qui les fait tomber alors que les lumières commencent à clignoter. Ichai réalise que quelque chose a mal tourné. Elle se lève et dit à Jiro de rester dans le camion pendant qu'elle sort pour enquêter. Jiro essaie de protester, mais elle claque la porte et sort. Elle regarde autour d'elle et réalise qu'ils sont entrés dans la zone de brume spectrale. Elle commençait à se demander comment elle avait pu faire une si grosse erreur, quand soudain, elle entend une voix derrière elle et aperçoit l'homme aux lunettes étranges assis sur une créature géante dévorant les deux conducteurs. Il dit qu'il était assez excité pour cette mission, espérant avoir de l'action contre le bureau, mais il n'a eu que 2 conducteurs inutiles et une garde, qui est en plus une femme. Ichai s'énerve, marmonnant que tous les hommes sont des misogynes et des salauds, avant de taper sur sa montre et de se transformer en uniforme de combat, qui ne semble pas beaucoup différent de son apparence normale. Le garçon aux lunettes s'excite enfin et dit aux géants idiots d'arrêter de mâcher comme un moron, car ils doivent se battre à nouveau. Soudain, le brouillard les enveloppe à nouveau et ils se transforment en leur forme de Mononoke. Ichai sort immédiatement son arme et commence à tirer comme si elle était dans un lycée américain. Mais le géant ne semble pas du tout affecté, car il bloque tout avec ses bras. Pendant ce temps, l'autre gars profite de la distraction et l'attaque par derrière. Elle parvient à l'esquiver, mais est projetée vers le géant. Elle sort rapidement son couteau et le plante dans le poing du géant, se sauvant de justesse tout en essayant de le frapper aussi. Elle retombe sur ses pieds et réalise que ce ne sera pas facile car elle est contre 2 Mononoke et les 2 semblent avoir leur propre capacité spéciale. Elle comprend que le géant est un idiot et n'utilise pas vraiment son cerveau, mais il est dur comme la pierre. Pendant ce temps, le plus mince est le cerveau de cette opération. Alors qu'elle pensait à tout cela, le Mononoke plus mince apparaît derrière elle et la frappe directement dans le camion. À l'intérieur, Jiro ressent le choc d'Ichai contre le camion et se demande ce qui se passe dehors. Rego affirme qu'ils sont attaqués par des Mononoke. Il continue qu'alors que Jiro bavardait avec cette fille, Rego a ressenti qu'ils étaient entrés dans une zone spectrale. Jiro n'a aucune idée de ce dont il parle. Il simplifie pour Jiro et lui dit que la zone spectrale est en gros une zone séparée de la dimension humaine et est le royaume des Mononoke. Jiro ne comprend toujours pas vraiment, mais dit à Rego de l'aider à se débarrasser de ses menottes pour qu'il puisse sortir et aider la fille. Rego lui dit qu'il ne peut pas faire ça, car ces menottes sont des outils spécialisés utilisés pour bloquer l'énergie spectrale, donc il ne peut rien faire pour l'instant. Jiro s'énerve et dit qu'il va demander à Ichai de les enlever alors, mais Rego affirme qu'il devrait simplement laisser le bureau et les Mononoke se battre pendant qu'ils s'enfuient, car pour eux deux, Jiro n'est rien d'autre qu'un morceau de viande à utiliser et à expérimenter. Alors pourquoi devrait-il s'impliquer ? Jiro affirme qu'il y a une personne qui se bat dehors pour leur sécurité, et il ne peut pas se considérer comme un homme s'il reste à l'intérieur à se tourner les pouces. Juste à ce moment-là, la conversation est interrompue par le géant qui frappe l'arrière du camion, le fendant en deux, envoyant Jiro voler. Le Mononoke mince saute sur le camion et regarde Jiro, affirmant que pour une raison quelconque, on lui a dit de le ramener vivant, mais il ne s'en soucie pas vraiment. Il donne encore 10 secondes à Jiro pour prendre une décision, qu'ils se rendent paisiblement ou qu'ils deviennent leur nourriture. Jiro se tourne immédiatement vers Ichai et lui dit de le détacher, mais Ichai refuse. Jiro se fâche, l'appelant folle, mais le Mononoke plus mince affirme que les 10 secondes sont écoulées, et maintenant, il va être mangé qu'il le veuille ou non. Jiro dit à nouveau à Ichai de le sortir de ses menottes, et la situation tendue lui rappelle son enfance. Lors des funérailles de sa mère, qui est morte en essayant de défendre des gens contre les Mononoke pour le bureau, elle se souvient avoir promis à son père qu'elle commencerait à s'entraîner à partir de ce jour-là,
et qu'elle rendrait à la fois lui et sa mère fiers. Ichai la sort de ses souvenirs, lui disant qu'il sait qu'elle veut accomplir son devoir parfaitement, et en ce moment, cela signifie le libérer de ses menottes. Juste au moment où le géant s'apprête à attaquer à nouveau, Ichai prend une grande inspiration et le libère de ses menottes, libérant tous ses pouvoirs. Jiro saute immédiatement dans les airs et, avec les pouvoirs de Reigo, donne un coup si puissant que le gros disparaît complètement. Le Mononoke maigre est choqué de voir ses pouvoirs, et Ichai en profite, apparaissant derrière lui et le découpant en morceaux avec sa lame. Jiro se relève et dit à Ichai qu'elle s'est battue pour eux et qu'il s'est battu pour l'aider, donc ils sont à égalité. Ichai le regarde avec un peu plus de respect et dit qu'une fois le camion parti, ils n'ont pas d'autre choix que de marcher le reste du chemin. Il leur faut une journée entière pour atteindre le quartier général. Le lendemain matin, Jiro se réveille près du port et commence à se brosser les dents en pensant à tout ce qui lui est arrivé en une semaine. Il a découvert l'existence des Mononoke, a été attaqué 2 fois, et maintenant il est ici. Ses pensées sont interrompues par Shiba, qui lui demande comment Jiro se plaît ici. Jiro dit qu'il n'a pas eu un seul moment à lui, car il est toujours surveillé. Mais Shiba répond que c'est pour sa sécurité et celle de l'organisation. Il dit que c'est le quartier général de la 2e équipe, où il va aussi commencer à travailler comme agent, et leur groupe s'appellera Black Torch. Jiro n'est pas très intéressé par tout ça, et Shiba se demande comment le faire travailler avec eux en équipe. Soudain, une voiture s'arrête et une jeune femme en sort, leur souhaitant bon matin. Shiba la présente comme la chef adjointe nommée Anna, et un autre jeune homme désespéré à peu près du même âge que Jiro sort aussi de la voiture, admirant Anna et parlant de combien elle est incroyable. Shiba dit que le novice s'appelle Rei. C'est aussi un rookie qui les rejoint, mais il vient d'une famille d'espions notables, tout comme Ichai. Jiro n'aime pas du tout son apparence. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, Rei s'approche d'Ichai et l'appelle Belle, ce qui la fait rougir. Pendant qu'il regarde Jiro avec dégoût, il demande comment un nobody comme lui a pu entrer dans son unité. Jiro se lève et la tension monte. Quand Shiba leur dit que c'est le moment parfait et organise un combat entre eux, ils sortent de l'entrepôt et se préparent à un affrontement pour prouver qui est le vrai homme du groupe. Reigo apparaît soudainement derrière lui, bâillant, demandant pourquoi il ne peut pas simplement faire une bonne sieste sans être dérangé, et Jiro lui dit de retourner dormir, car il ne l'a pas réveillé. Mais Reigo dit qu'il sentait les yeux de ce nerd à lunettes le fixer, et il ne pouvait pas l'ignorer. Jiro dit à Reigo que le nerd veut se battre contre lui, et c'est pour ça qu'ils sont ici. Mais Reigo s'en fiche complètement. Rei se prépare avec son épée, et Jiro demande à Shiba pourquoi le 4 yeux a une arme alors qu'il n'en a pas. Shiba répond que Rei appartient à une vieille famille qui a servi le shogun, et sa famille se spécialise dans l'art du combat à l'épée. Il dit que les ancêtres de Rei étaient ceux qui ont appris au shogun et au prince à se battre avec une épée. Shiba dit que le nerd aime se battre avec une épée, mais ce n'est pas grave car Jiro peut aussi prendre une arme de son choix. Rei dit avec enthousiasme à Jiro de ne pas se retenir et d'utiliser la toute nouvelle arme qu'il a acquise en désignant Reigo. Jiro lui répond que Reigo n'est pas une arme et n'est qu'un chat, qui n'a rien à voir avec ce duel car c'est entre deux. Jiro se tourne vers Reigo et lui dit de ne pas intervenir pendant le combat. Reigo dit qu'il s'en fiche et qu'il retourne dormir. Sur ce, il disparaît. Soudain, Rei laisse tomber son épée au sol et se retourne, disant que ça ne va pas être amusant comme ça. Jiro est confus et le nerd répond que c'est un handicap, car si Rei se bat comme d'habitude, ce sera fini trop vite et ce ne sera pas amusant pour les spectateurs non plus. Il dit qu'il fermerait même les yeux pour rendre ça plus équitable. Cela énerve complètement Jiro qui se prépare, affirmant qu'il va lui éclater sa tête à frapper. Pendant que les spectateurs regardent, Jiro court vers Rei et saute dans les airs, prêt à le frapper à l'arrière de la tête. Pendant que Rei fait face à la mer les yeux fermés, Ichai se demande s'il fait ça pour que Rei ne puisse pas deviner ses pas, mais Shiba pense que Jiro est trop impulsif pour réfléchir aussi bien. Et Rei a un sens du 6e sens, une conscience à 360 degrés, ce qui fait de lui un mur de l'âme. Au bon moment, Rei se retourne, attrape son épée à la vitesse de l'éclair et frappe Jiro directement au visage, le faisant tomber au sol. Hana se sent mal pour Jiro, tandis que Rei commence à parler de mettre fin au combat ici.
S'il continue, Jiro pourrait mourir, il ne peut pas encaisser ça. Shiba lui dit de se taire et de regarder derrière lui. Rei se retourne et voit Jiro de nouveau sur ses pieds, en train de se dépoussiérer, disant que ce n'était qu'une égratignure. Rei doit admettre que Jiro a beaucoup de résilience. Jiro dit que son grand-père l'a toujours frappé depuis qu'il est petit, donc le petit jeu d'épée de Rei ne lui fera rien. Entendre quelqu'un parler de l'art de l'escrime comme d'un jeu énerve Rei, qui dit que cet art est dans sa famille depuis des siècles et c'est un art de tuer. Le mépriser est une offense passible de mort. Jiro sourit et dit au nerd de venir et de le punir s'il le peut. Sheber réalise que quelque chose d'intéressant va se passer et dit à Ena de bien enregistrer. Jiro se précipite à nouveau sur le nerd. Comme la dernière fois, Enrei pense que Jiro est du genre à foncer jusqu'à ce que ça marche, mais ça ne l'aidera pas contre lui. Rei décide de finir ça avec une puissante slash. Mais à sa surprise, au moment où il frappe Jiro, son épée se brise en deux, et il reçoit un puissant coup de poing au visage qui l'envoie au sol, du sang jaillissant de sa bouche. Il se demande comment cela a pu arriver et réalise que Jiro visait son épée dès le départ. La première fois qu'il a été frappé, il a analysé l'attaque, et quand il a essayé la même chose une seconde fois, Jiro a parfaitement chronométré son contre. Jiro rit et dit qu'ils sont maintenant à égalité, mais il n'a plus la béquille qu'il appelait son épée. Jiro demande s'il veut admettre sa défaite, mais le nerd est plus coriace qu'il n'en a l'air, s'essuie et remet ses lunettes avant de se précipiter à nouveau pour un nouvel affrontement. Il commence à se frapper, se lançant des coups de poing, se frappant au visage plusieurs fois, et bientôt, ils s'effondrent tous les deux. Un peu plus tard, le nerd se réveille et trouve Jiro assis par terre. Jiro lui dit qu'il vient de se réveiller il y a quelques minutes, ce qui signifie que le combat était un match nul, mais le nerd admet que Jiro s'est réveillé le premier. Jiro lui lance une canette de jus et dit que le nerd aurait pu le tuer avec le premier coup s'il l'avait voulu. Et la seule raison pour laquelle il a pu briser son épée lors de l'attaque suivante, c'est que c'était une réplique en bois. S'il s'agissait d'une vraie épée, il aurait été fini. Donc, comme un gentleman, Jiro accepte sa défaite. Le nerd est en fait surpris par la maturité que Jiro a soudainement montrée. Mais tout cela disparaît dès que le nerd essaie d'ouvrir la canette, et le soda éclabousse partout sur lui. Pendant que Jiro rit comme un fou, disant qu'il l'a secoué avant de la lui donner, Rei lui renvoie la canette écrasée au visage, et ensemble, ils entrent dans l'abri. À l'intérieur, Ena semble inquiète pour les deux garçons, se demandant s'ils vont bien. Mais Shiba dit que c'était juste une activité amusante. Le vrai test commencera demain sur le terrain. Ena est surprise, disant que les deux garçons sont encore des débutants complets. Mais Shiba dit que les missions en direct sont le meilleur type d'entraînement. Le lendemain matin, Jiro, Ichai et Rei s'équipent pour leur première mission en équipe, et Ena ne peut contenir son excitation pendant que Shiba les briefe. Il leur dit de maintenir le bouton sur leur poignet gauche, et immédiatement, le costume se transforme en leur vêtement quotidien pour qu'ils puissent se fondre dans la foule. Shiba dit ensuite à Jiro de taper 2 fois sur le bouton, et au moment où il le fait, il devient complètement invisible aux autres. Shiba dit que le mode invisible est encore une nouvelle addition et doit être utilisé avec parcimonie car il a des effets négatifs sur d'autres équipements. Il leur dit qu'ils apprendront le reste en les utilisant et les chargent dans une voiture avant de les mener à un sanctuaire. Jiro se demande ce qu'ils font dans un sanctuaire, mais Shiba dit que c'est l'un des lieux cachés du bureau et qu'ils sont ici pour certaines choses. En chemin, Jiro remarque un gars en hoodie mangeant une barre chocolatée, comme un animal, mais il ignore l'homme et passe. Shiba croise un des agents et commence à le supplier de les laisser utiliser les installations. L'agent est un peu hésitant, disant que l'équipe de la première division des opérations spéciales est censée venir aujourd'hui et que rien de bon ne sort jamais lorsque 2 équipes se croisent. Shiba dit qu'ils seront partis avant l'arrivée de la première division. Jiro demande à Ichai ce qu'est l'équipe de la première division, et elle répond que ce sont en gros les meilleurs agents du bureau. Ils ont le plus de personnel et les agents sont tous d'élite, ce qui est en gros l'opposé de leur équipe de 2e division. Shiba les fait entrer et, par un escalier caché, les mène à une chambre souterraine. Il se retourne et demande à Rego s'il va bien, et Rego apparaît immédiatement et dit à Shiba de se taire. Shiba rit et ouvre un coffre avant de révéler que c'est ici que Rego a été scellé.
Giro remarque une énorme pierre au milieu de la pièce et Shiba explique que c'est l'un des rares sanctuaires avec ces pierres spéciales qui soumettent l'énergie spectrale, rendant le Mononoke complètement vulnérable. Il dit qu'il emmène Ichai pour interroger des gens, et Rei et Giro doivent demander à Reigo ce qui s'est passé le jour où il a été scellé, car elle le croit. Reigo dit à Giro qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là, car il ne se souvient de rien. Giro lui dit d'arrêter de rigoler, car il est impossible qu'il n'oublie pas quelque chose d'aussi important. Mais Reigo répond avec colère qu'il n'a pas besoin de mentir. Il ne se souvient simplement de rien. Avant que Giro puisse argumenter, Rei affirme que l'amnésie n'est pas farfelue dans ces cas-là, donc Reigo dit probablement la vérité. Il dit que Reigo a dû être transféré dans une pierre spéciale comme celle-ci, ce qui est un véritable enfer pour les Mononoke, et personne ne sort indemne de cela. Reigo a eu de la chance de n'avoir que de l'amnésie. Sur ce, il se tourne vers Reigo et lui demande ce qui s'est passé le jour où il s'est réveillé de son sommeil. Reigo répond qu'il s'est réveillé entouré de Mononoke dans cette chambre et qu'ils lui ont mis une tablette devant le visage à travers laquelle un homme lui a parlé, lui disant qu'il voulait que Reigo leur prête son pouvoir pour éliminer les humains. Reigo n'était pas intéressé, alors il a réussi à les berner et à s'enfuir avant que quiconque ne puisse faire quoi que ce soit. Giro pense que la seule façon de régler tout cela est de frapper tous les ennemis qui se présentent. Alors que Rei lui crie dessus et l'appelle idiot pour penser ainsi, soudain, ils sont interrompus par le même homme en hoodie que Giro a vu plus tôt. Il laisse tomber son chocolat et apparaît soudainement entre Giro et Rei tout en parlant à Reigo. Giro et Rei réagissent avec un coup de poing, mais le gars est trop rapide et disparaît avant de réapparaître devant eux. Reigo dit à Giro qu'il doit faire attention avec celui-là, mais Giro est excité à l'idée de se battre, alors lui et Rei se transforment en leur costume, se demandant quel genre de mission cela va être. Le gars en hoodie les regarde avec un sourire et se présente comme Koga, celui qui va devenir le seigneur de tous les Mononoke dans ce monde. Giro demande à Rei de quoi il parle, mais même Rei n'a pas d'idée. Koga continue à parler de la nécessité d'un peu de pouvoir supplémentaire d'abord, et c'est là que Reigo entre en jeu, car il est ici pour prendre Reigo et obtenir ce coup de pouce pour régner sur les autres Mononoke. Giro rit de Reigo en disant que quelqu'un semble être amoureux de lui, tandis que Rei pense à la possibilité que Koga essaye de les tromper. Mais autant qu'il puisse en juger, il semble parler honnêtement. Rei prend la parole, appelant Koga, et lui demande pourquoi il veut exactement Reigo pour lui. Koga répond que les humains doivent être plus bêtes qu'ils n'en ont l'air, car la réponse est simple. Rei se tourne vers Giro et dit que Koga semble intellectuellement limité, tout comme lui. Koga continue en affirmant que les Mononoke ne sont pas aussi fragiles que les humains, et sont en quelque sorte immortels. Ils mourront si vous les découpez en morceaux, mais leur esprit survit, même s'ils s'estompent lentement parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Reigo est différent à cet égard. Il est en gros un générateur spirituel et ne manquera pas d'énergie spirituelle. C'est pourquoi si un Mononoke parvient à mettre la main sur lui, il deviendra réellement immortel et il vise exactement cela. Il fait soudainement pousser une corne sur sa tête et déclare qu'il va devenir immortel et se tenir au sommet de tous les Mononoke. Giro se prépare à se battre, mais Rei lui dit de faire attention car ils ne savent pas qui d'autre est avec lui. Mais avant qu'il puisse continuer sa pensée, Koga apparaît devant lui aussi vite qu'un éclair et lui donne un coup de pied droit dans la poitrine, lui coupant le souffle, avant de le frapper à nouveau, l'envoyant près de la pierre spectrale. Avant que Giro puisse répondre, Koga le saisit par le visage et le pousse au sol, affirmant qu'il n'a pas d'utilité pour lui, à part le fait qu'il a encore Reigo lié à lui. Il se tourne ensuite vers Reigo et le soulève comme un chaton errant, parlant de la façon dont il va bientôt libérer Reigo de l'idiot auquel il est attaché, et ensuite ensemble, ils pourront régner sur tous les autres Mononoke. Reigo, cependant, écrase ses rêves en l'appelant un fou, disant qu'il ne va pas travailler avec lui et qu'il ne veut pas devenir roi de qui que ce soit. Il pourrait donc prendre son royaume ailleurs. En entendant cela, Koga commence à pleurer et secoue Reigo, demandant comment il peut dire quelque chose d'aussi insensible. Mais juste à ce moment-là, Giro lui dit de la fermer car sa voix est irritante et lui attrape les pieds pour l'empêcher de s'éloigner. Juste à ce moment-là, Rei se met en position aussi et avec une incroyable vitesse, il envoie une slash aérienne vers le Mononoke, le poussant loin de Giro et causant des dégâts.
Il dit à Jiro que Koga doit être un adversaire vraiment redoutable, car son attaque aurait dû trancher n'importe quel Mononoke normal en deux, mais cela a à peine éraflé Koga. Il affirme que tôt ou tard, les gens au-dessus réaliseront qu'ils sont en danger, mais ils ne peuvent pas attendre leur aide et devront gérer ce problème eux-mêmes. Koga leur crie de se taire, affirmant que les humains sont tous des faibles, mais ils font semblant d'être forts juste parce qu'ils sont plus nombreux que les Mononoke et pensent qu'ils possèdent cette planète. Il se tourne vers Rei et dit qu'il va mourir en premier, mais Jiro devra vivre car il va être un porteur pour Reigo. Mais il va enlever les mains et les pieds de Jiro pour sa propre commodité. Il prétend qu'il va montrer qui est le maître et qui est le serviteur, et avec ça, il utilise son sang pour créer une énorme arme, prêt à attaquer. Il saute vers eux et balance sa gigantesque lance, tandis que Jiro et Rei esquivent. Rei parvient à bloquer l'attaque avec son épée, mais celle-ci se brise en deux sous la puissance du coup. Sans arme, Koga enfonce sa gigantesque sphère dans son ventre, le projetant au sol. Rei crache du sang, réalisant que Koga est bien plus fort qu'il ne le pensait. Mais Jiro vient à sa défense et tente de l'attaquer par derrière. Koga est trop rapide et bloque l'attaque avec sa lance avant de frapper Jiro, lui demandant où est la puissance que Reigo lui a donnée. Le coup envoie Jiro voler au sol à nouveau. Koga s'approche de Reigo, affirmant qu'il va bientôt l'extirper de cet humain pathétique et qu'il se sentira vivant à nouveau. Mais Jiro se relève, disant qu'il n'est pas une valise pour porter Reigo. Il appelle alors la puissance de Reigo, qui convient que Koga est vraiment dérangé et a besoin d'une bonne correction. La puissance combinée crée une aura noire autour du poing de Jiro alors qu'il frappe Koga, provoquant un énorme nuage de poussière. Rei est choqué par la puissance de Reigo, mais lorsque la poussière se dissipe, il réalise que Koga a encaissé le coup et est assez blessé. Mais il est toujours en pleine forme. Il commence à agir bizarrement, demandant à Jiro de lui remettre Reigo, car il adore sa puissance. Mais Jiro refuse. Soudain, Koga réalise que des renforts arrivent. Et en ce moment, il n'est pas en état de les affronter. Il décide donc de partir pour l'instant. Il dit à Jiro de faire attention à sa langue, car cela finira par le tuer un jour. Ensuite, il crée un portail et s'en va juste au moment où Ichai entre avec un homme plus âgé nommé Tok, qui fait partie de la première équipe. Ils sortent de l'installation et s'assoient près du sanctuaire. Pendant que Shiba parle au leader de la première équipe, qui l'avertit que ses frasques entraîneront une audience disciplinaire, il lui dit de se détendre. Mais elle s'en va simplement avec son fouet, laissant Shiba et son équipe derrière. Shiba se retourne, pensant que dans son esprit, Rei et Jiro ont réussi le test d'entrée en tenant tête à un Mononoke très puissant. Il demande à Rei s'il va bien, mais Rei n'est pas satisfait de sa performance, se remémorant à quel point il était inutile et impuissant pendant que le Mononoke le frappait. Il pense que sans son uniforme, il serait mort maintenant. Ichai se dit que si elle avait été assez forte, elle aurait compris qu'il se passait quelque chose de mal et aurait pu l'aider. Alors que Jiro se demande ce que Koga veut de lui et de Reiga, Shiba leur dit de ne pas s'inquiéter pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car c'était juste un exercice de cohésion d'équipe et maintenant il sait qu'ils pourront mieux travailler ensemble. Le lendemain matin, il les prépare pour une séance d'entraînement, affirmant qu'aujourd'hui serait le jour du conditionnement. Avant qu'il puisse expliquer correctement ce qui allait se passer pendant l'entraînement, une jeune fille apparaît au sommet de l'installation, riant et sautant vers eux, espérant glisser ou quelque chose. Mais évidemment, la petite idiote s'écrase au sol avant de se relever, affirmant qu'elle les entraînera aujourd'hui. Elle s'assoit alors sur les épaules de Shiba, tandis que Shiba explique que la fille s'appelle Fuyo et est un Mononoke. Il leur dit que tandis que le bureau élimine tous les Mononoke qu'ils voient, ils épargnent aussi ceux qui sont amicaux et adoptent une approche plus collaborative avec eux. Fuyo les avertit qu'elle n'est pas du genre à s'incliner devant des humains, comme le prouve le fait qu'elle est assise sur un humain. Aujourd'hui, la séance d'entraînement portera sur cela. L'objectif est simple, sortir du sort d'hallucination de Fuyo en toute sécurité. Avec ça, Fuyo se prépare et lance un sort floral, enfermant les 3 recrues dans un lotus fermé. Une fois à l'intérieur, Rei se retrouve dans un étang peu profond entouré de lotus. Il avance, se demandant quel genre de monde c'est et comment il pourra s'en échapper. Soudain, il se retrouve au bord de l'étang et aperçoit une grotte familière devant lui. Il essaye de se rappeler que ce n'est qu'une illusion. Mais il remarque un jeune homme aux cheveux blancs sortant de la grotte, l'épée à la main.
Il reconnaît son frère et essaie à nouveau de se convaincre que ce n'est qu'une illusion, mais son frère l'appelle avant de sauter pour l'attaquer. Rei parvient à peine à lever son épée à temps pour se défendre contre son propre frère. Pendant ce temps, Ikai est dans son propre rêve. Elle voit son jeune moi jardiner joyeusement avec sa mère, qui lui demande si elle veut être jardinière en grandissant. La petite Ikai répond qu'elle veut être espionne comme ses parents. Juste à ce moment, sa mère reçoit un appel pour le travail et, comme tous les jours, elle laisse Ikai jouer pendant qu'elle part en mission. Sans savoir que c'était sa dernière mission, sa mère ne revint jamais et un enterrement eut lieu dont elle se souvient à peine car tout semblait flou. Depuis ce jour, le rire lui semblait lointain et elle mit tout en œuvre pour devenir agente. Elle commença à courir chaque jour pour devenir plus rapide et lentement, elle grandit et devint assez bonne. Elle fut appelée dans une installation souterraine où un agent lut une note de son père. Elle fut choquée de voir une statue à l'image de sa mère au milieu de la chambre souterraine. Mais son père dans les lettres lui expliqua qu'il s'agissait en fait de sa mère, piégée dans un sort qui l'avait pétrifiée, mais qu'elle était toujours vivante. Depuis ce jour, son seul objectif était de trouver le Mononoke responsable et de ramener sa mère à la normale. Elle touche la statue dans l'illusion et soudain, la statue commence à trembler et un monstre en émerge, prêt à l'attaquer. Pendant ce temps, Jiro tourne en rond, cherchant une sortie. Lorsqu'il se retrouve soudain face à un énorme démon ombreux, Reigo semble le reconnaître, mais il sait qu'ils sont dans une hallucination, donc ce ne peut pas être réel. Jiro, cependant, s'en fiche et se prépare à le réduire en morceaux. Près de la grotte, Rei se souvient de son enfance, à s'entraîner contre son frère jumeau Shin, qui était juste quelques minutes plus vieux, mais meilleur en escrime. Shin faisait facilement tomber Rei à chaque fois. Il se souvient d'une fois où, après avoir été blessé, leur père a félicité Shin pour son excellente maîtrise de l'épée. Pendant que Rei était encore au sol, Shin sourit à son père, puis relève immédiatement son frère et commence à le soigner. Rei plaisante sur le fait qu'il a maintenant une autre cicatrice à cacher, tandis que Shin s'excuse, affirmant qu'il ne voulait pas frapper si fort, mais il se laisse emporter. Rei lui dit de ne pas s'excuser, affirmant que pour être le chef de leur clan, Shin doit devenir plus fort, et si pour cela, Rei doit être un tremplin, il le fera avec plaisir. Shin rit à ce commentaire, disant que Rei n'est pas un tremplin, et lui dit que peu importe qui est le chef de la famille, ils resteront toujours frères. Shin parle de la tranquillité d'avoir un frère pour le soutenir, au cas où il échouerait à être le chef de la famille. Cela pourrait toujours être transmis à Rei. Rei sourit à ce moment-là, mais il savait que cela n'arriverait jamais. Même s'ils étaient jumeaux et avaient toujours été ensemble, Shin était d'une certaine manière un peu meilleur en tout par rapport à Rei. Et à ce moment-là, Rei avait accepté qu'il vivrait toujours dans l'ombre de son frère, et cela ne le dérangeait plus. Les choses continuèrent ainsi. Lorsque finalement le jour du rite de l'épée, qui décide de la succession, arriva. Le rite de l'épée est un rituel spécial pour sa famille, car il choisit le nouveau chef de la famille. Et cela se passe dans la grotte sombre entourée d'arbres derrière leur maison. Dans les profondeurs des grottes, une lame spéciale protégée par sa famille depuis des générations est scellée. Le nom de cette lame est Hell Tempest. Il y a longtemps, cette lame a été possédée par un Mononoke, et la tâche pour accomplir le rite de l'épée est de surmonter l'esprit à l'intérieur et de contrôler la lame. Rei se souvient avoir vu le rite de l'épée une fois quand il était très jeune. Mais la seule chose dont il se souvient de ce jour-là, c'est à quel point il avait peur. Leur père prépare Shin pour le rite, lui disant que la malédiction dans l'épée devient plus forte chaque année, donc il devra résister à la malédiction de toutes ses forces. Shin sourit et affirme qu'il sera de retour rapidement et entre dans la grotte avec un esprit joyeux, tandis que Rei reste dehors, sachant que Shin surmontera l'esprit quoi qu'il arrive. Shin avait raison. Il ne mit pas beaucoup de temps, mais ce qui sortit n'était pas vraiment Shin. Il massacra tous les gardes et engagea un duel avec leur père. Pendant que Rei ne pouvait que regarder, complètement submergé par ce qu'il voyait. Shin a perdu, et le Mononoke a gagné. Mais Shin en a profité et a tranché son propre père en deux. Rei ne pouvait que regarder. Shin le regarde, les larmes aux yeux, et lui dit que leur père avait raison. C'est pourquoi il dit à Rei de s'entraîner comme si sa vie en dépendait, pour pouvoir un jour le tuer. Sur ce, Shin se retourne et s'enfonce dans la forêt. Rei se concentre,
se rappelant que ce n'est qu'une illusion et non son vrai frère. Shin l'attaque à nouveau, mais Rei bloque l'attaque et le repousse. L'illusion n'était pas un match pour Rei qui la détruit facilement et réussit l'épreuve. Pendant ce temps, Ichai lutte contre ses démons. Elle revient à la réalité et découvre que Rei vient aussi de sortir. Shiba les félicite d'avoir réussi à sortir de la transe en 10 minutes. Ils se demandent comment ils s'en sortent, car ce sont des cas spéciaux. Le test de Lotus révèle les plus profondes insécurités de l'âme. À l'intérieur, Jiro esquive les attaques du monstre, mais réalise qu'il est trop rapide. Il se demande ce que c'est que cette chose. Dehors, Fuyo réalise que quelque chose ne va pas. En ouvrant les yeux, elle voit que son lotus rose est devenu noir. Sinon, il serait écrasé dans le lotus pour toujours. À l'intérieur, Jiro et Rago sont transportés à une autre époque. Mais au lieu d'être sous terre, il était au sommet du sanctuaire. Rago n'a aucune idée de l'endroit où ils sont. Le jeune homme sourit et dit que dans les autres villages, les Mononoke et les démons tuent des humains jour après jour. Il se trouve juste qu'il aime cet endroit et veut y rester. Le jeune homme dépose un radis et du poisson pour Rego, promettant de revenir le lendemain. Jiro réalise soudain que cela semble être une époque complètement différente. Juste à ce moment-là, Jiro voit un jeune homme aux cheveux blancs s'approcher du sanctuaire avec un sourire. Le vrai Rego réalise soudain qu'il se souvient de cette voix. Après réflexion, il se rappelle que c'est la personne qui l'a contacté juste après sa libération de la pierre. L'homme aux cheveux blancs dit à Rego que les humains changent de comportement et tuent maintenant des Mononoke. Rego ne semble pas s'en soucier et affirme que certains Mononoke devenaient trop arrogants et tuaient des humains sans pitié. Donc, cela devait arriver. L'homme aux cheveux blancs répond que ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le fait qu'il forme une force anti-Mononoke organisée, soutenue par le shogun lui-même. Avec cette force, il chasse les Mononoke un par un. Il affirme que certains Mononoke ont même rejoint les humains pour sauver leur peau. Cela change l'ordre naturel où les Mononoke chassent les humains et où les humains les craignent et les vénèrent. Rego dit qu'il s'en fiche toujours et demande ce qu'il veut. Soudain, un groupe de Mononokes apparaît de nulle part et l'homme aux cheveux blancs dit à Rego qu'il prépare sa propre force pour contrer les humains et il veut que Rego les rejoigne. Rego refuse catégoriquement, affirmant qu'il ne veut pas faire partie de tel groupe. Le Mononoke devant lui commence à crier, disant qu'il ne comprend pas l'ampleur de la situation. Certains demandent s'il est du côté des humains, mais l'homme aux cheveux blancs les fait taire et se tourne vers Rego, affirmant qu'un Mononoke de sa force ne sera pas ignoré. Il promet de revenir demain et dit à Rego de réfléchir, mais Rego lui dit de ne pas revenir car sa réponse ne changera pas. Le lendemain matin, Hamagi, l'homme aux cheveux blancs, revient au sanctuaire, affirmant qu'il est venu pour sa réponse, pour savoir si Rego les rejoindrait ou non. Rego lui dit encore une fois qu'il n'est pas intéressé, mais il remarque alors du sang couler de sa main, tandis qu'Hamagi rit, disant que le village est vraiment agréable, fertile et rempli d'humains. Alors il a grignoté en chemin. Dans sa main se trouvait la tête tranchée du jeune homme qui apportait des poissons à Rego chaque jour. Cela pousse Rego à bout et il se transforme en un énorme monstre, faisant réaliser à Jiro que le monstre qu'il combattait auparavant n'était autre que Rego lui-même. Hamagi se transforme immédiatement en Mononoke, tandis que Rego charge un sort magique et frappe Hamagi dans une rage aveugle. La force que Rego possédait était si puissante que tout dans la zone, le sanctuaire, la montagne, les forêts, tous les Mononoke qu'Hamagi avait amenés, et même chaque villageois, fut complètement détruit. Hamagi lui-même perdit un bras et était dans un état terrible, affirmant que Rego était aussi fort qu'il l'avait imaginé. Mais maintenant, avec la destruction du village entier, les humains se retourneront contre lui et finiront par le traquer. Donc, la meilleure chose à faire pour lui serait de rejoindre les Mononoke. Mais Rego réfléchit un moment, se souvient comment le jeune homme l'appelait la grâce salvatrice du village, et avec le carnage qu'il vient de commettre, il décide de ne prendre aucun parti et marche vers l'obsidienne de la mort. Hamagi lui crie de s'arrêter, mais Rego fusionne avec l'obsidienne de la mort, se scellant dans la pierre pour l'éternité. Ils retournent bientôt dans un état de rêve avec le fantôme de Rego devant eux. Furieux du fait que Rego se soit fusionné avec un humain,
et ait pris un parti alors qu'il avait décidé de ne jamais choisir de côté, le monstre les attaque. Mais Jiro saute hors de portée et demande à Reigo s'il devrait mettre fin à cette mascarade. Reigo donne à Jiro tous ses pouvoirs et il se prépare à se battre. Dehors, Fuyo continue de faire de son mieux pour reprendre le contrôle du Lotus, mais échoue encore et encore. Juste à ce moment-là, une fissure apparaît sur le Lotus noir et une énorme main démoniaque le traverse, suivie de Jiro et Reigo qui sortent, en colère d'être les derniers à finir la tâche. Bientôt, autour de quelques sodas, Jiro explique tout ce qu'il a vu, et Shiba réalise qu'ils ont trouvé des nouvelles vraiment intéressantes. Hana demande si elle doit signaler cela au supérieur, mais Shiba refuse, affirmant qu'ils utiliseraient cette information comme levier et commence à élaborer un plan pour avancer et trouver les Samagi. Le lendemain, Jiro et Ryuji regardent les nouvelles sur un groupe de restes humains décapités, trouvés dans les parties paisibles de la ville, et une série de meurtres dans une ville voisine. Fuyo est aussi avec eux, et tous les trois grignotent un peu, en pensant que cela doit sûrement être l'œuvre des Mononoke. Jiro demande soudain à Fuyo ce qu'elle fait avec eux. Il lui dit de s'en aller, car son travail ici est terminé, mais Fuyo répond qu'elle est libre d'aller où elle veut. Et en ce moment, cet endroit avec de la nourriture gratuite est en tête de sa liste. Jiro se fâche à cause de son attitude et lui dit qu'elle mange ses collations et souligne que son nom est écrit sur le paquet, mais Fuyo lui dit qu'elle ne veut pas le lire. Après un moment de chamaillerie, Jiro devient sérieux et demande pourquoi les Mononoke mangent des humains alors que Fuyo est parfaitement capable de manger de la nourriture normale. Elle répond que les Mononoke peuvent manger toutes sortes de choses, mais rien ne vaut l'énergie vitale des humains pour augmenter leur force et monter en niveau. Jiro se souvient qu'Amagi a dit quelque chose comme ça pendant qu'ils étaient dans les rêves de Reigo, et Ryuji réalise que les récents meurtres ne sont pas juste un acte de guerre aléatoire, mais que les Mononoke rassemblent en fait de la force. Juste à ce moment-là, le journaliste annonce une nouvelle de dernière minute et dit qu'un brouillard mystérieux entoure la ville voisine de Arasaka, tandis que toutes les routes menant à elle ont été complètement fermées. En même temps, Shiba rencontre une blonde nommée Tuko, qui est sa supérieure. Il lui donne le rapport sur l'incident d'entraînement avec Jiro et Reigo, mais Tuko n'est pas intéressée. Elle comprend qu'il lui cache quelque chose, et il finit par lui parler de la Mononoke nommée Amagi. En échange, il lui demande de laisser son équipe rejoindre l'enquête sur les récents homicides. Tuko refuse immédiatement, mais Shiba lui demande de l'écouter. Il affirme que son équipe a montré de vrais résultats jusqu'à présent, et que tous les incidents impliquant des Mononoke relèvent de leur juridiction. Il lui dit qu'elle pourrait donner une chance à son équipe de prouver leur valeur, et si elle est déçue, elle peut le renvoyer avec eux. C'est une offre tentante, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Tuko reçoit un appel inquiétant de son subordonné, et Shiba réalise qu'elle pourrait avoir besoin de son aide après tout. Bientôt, tous les journalistes de la ville se rassemblent à l'extérieur de Arasaka pour couvrir le brouillard mystérieux. Il y a aussi beaucoup de gens du département d'espionnage sur place, essayant de changer le récit et de dire aux gens que le brouillard est inoffensif. Jiro est impressionné par l'ampleur de leurs efforts, et Shiba lui dit qu'ils sont là uniquement pour gérer les humains, car une fois que les Mononoke sont impliqués, le département ne peut rien faire. Il ajoute qu'en raison de décennies de paix sans incident majeur, il n'y a pas assez de personnes formées pour les combattre. Cela rend leur équipe vraiment spéciale, et aujourd'hui est un jour chanceux pour eux. Shiba commence par donner un briefing à son équipe sur la situation, mais il ne sait rien d'autre que les Mononoke sont derrière le brouillard et que plusieurs civils sont piégés dans la ville. Ils ont 3 objectifs pour cette mission: sauver des survivants, désamorcer le brouillard et capturer l'ennemi dans la ville. Tout le monde est surpris d'apprendre qu'ils doivent capturer l'ennemi au lieu de le tuer, mais Shiba explique qu'il a l'impression que quelqu'un tire les ficelles en coulisses. Ils doivent obtenir autant d'informations que possible sur le maître du jeu. Shiba dit qu'il a pleine autorité sur cela et il choisit Ryuji, Ichai et Jiro pour infiltrer la ville. Il leur dit que les méthodes de communication normales sont bloquées par le brouillard, donc ils auront besoin de l'aide de Fuyo pour se contacter. Elle crée 3 pétales de fleurs avec son pouvoir et dit à Jiro et aux autres de les avaler entiers. Elle explique que les pétales leur permettront de communiquer avec son lotus magique par télépathie, donc ils n'auront même pas besoin de parler. Jiro et les autres ne sont pas vraiment sûrs que les pétales de lotus soient sûrs à manger, et Fuyo s'énerve contre eux pour être si suspicieux.
Sur cela, Shiba leur souhaite bonne chance, et ils entrent dans le brouillard. Cependant, dès qu'ils entrent en contact avec le brouillard, la Mononoke Naruko, qui se tient près de l'horloge publique, les détecte. Elle dit au grand gars qui grignote des humains que seulement 3 personnes viennent après eux, et il est vraiment déçu d'apprendre cela. Il demande au 3e Mononoke avec eux comment se passe la préparation du dîner, et le gars masqué nommé Rorin répond qu'ils n'ont rassemblé qu'environ 200 personnes après les avoir hypnotisés. Il commence à se plaindre que blesser des humains est une tâche pénible, mais le costaud Kanawa lui dit que seuls les humains fraîchement tués ont assez de force vitale pour les nourrir. Juste à ce moment-là, Naruko rappelle Kanawa, lui disant qu'elle a mal compté la dernière fois, car ce ne sont pas seulement 3 humains qui sont entrés dans le brouillard, mais aussi un chat. Kanawa s'excite en entendant cela et écrase le crâne d'un pauvre gars à main nue, pensant à la chance de combattre Reigo. Rorin lui dit de ne pas s'emballer car leur patron leur a donné des ordres clairs. Kanawa dit qu'il se souvient de tout, puis demande à Naruko d'où vient Reigo. Cependant, il ne reçoit pas de réponse car Kanawa s'est déjà endormie, et Kanawa est furieux contre elle. Rorin lui demande de laisser la pauvre fille tranquille car elle maintient la barrière de brouillard sur toute la ville toute seule. C'est pourquoi ils ont nommé un garde du corps dédié pour la protéger pendant qu'elle se repose. Kanawa s'en fiche. Et il dit à Rorin de continuer à rassembler des humains frais pendant qu'il va capturer Reigo. En même temps, Jiro et ses amis atteignent la ville et désactivent la fonction d'invisibilité de leur combinaison de camouflage. Ils constatent que tout le monde autour d'eux est inconscient, et ils ne se réveillent même pas quand Jiro essaye de les secouer. Ryuji dit qu'ils doivent être sous un sort, donc ils doivent d'abord trouver le lanceur de sorts et le vaincre. Ichai dit qu'il sera difficile de trouver le lanceur dans cette grande ville, quand soudain, Reigo se réveille de sa sieste et demande pourquoi l'air ici est si puant. Ichai s'excite en le voyant et lui demande de devenir leur radar Mononoke pour finir leur mission rapidement. Reigo ne voit pas de problème avec ça et il comprend qu'il y a 4 Mononoke ici, mais il ne peut pas localiser leur position exacte. Il peut dire que l'un d'eux contrôle le brouillard, un autre contrôle les humains et les 2 autres doivent être les combattants. Ryuji propose de se séparer pour chercher les Mononoke, mais Giro aperçoit des corbeaux se régalant de déchets, tous les humains dormant. Il décide de les recruter pour leur mission, et Ichai et Ryuji ont l'impression de voir une peinture de la Renaissance d'un homme parlant aux corbeaux. Giro obtient les infos qu'il veut en quelques minutes après avoir soudoyé les corbeaux avec des collations fraîches. Il dit à ses amis que 2 Mononoke rassemblent des humains à l'intersection, tandis que les 2 autres sont au Central Park. Il propose de se diviser en 2 équipes. Ryuji dit immédiatement qu'il ira à l'intersection avec Ichai, tandis que Giro et Reigo iront au parc. Giro savait qu'il dirait ça, et il approuve le plan. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à se séparer, Kanawa atterrit juste derrière eux, les surprenant. Il regarde chacun d'eux, et un large sourire se dessine sur son visage en voyant Reigo. Giro dit à ses amis que les plans ont changé et qu'ils doivent se diviser pour couvrir l'intersection et le parc. Parce que lui et Reigo resteront en arrière pour s'occuper de ce colosse. Ichai dit qu'ils peuvent l'aider à se battre, mais Jiro sait que Kanawa veut affronter Reigo et il compte exaucer ses souhaits. Ryuji et Itachi partent et Kanawa est surpris que Jiro soit resté, pensant que les humains se battent en groupe ou fuient. Jiro fusionne avec Reigo et dit à Kanawa d'arrêter de parler et de commencer à se battre. En même temps, Itachi trouve Rorin qui atteint le gars Imo, gardant Naruko, et ils se préparent tous les 2 à se battre. Pendant ce temps, Kanawa jette sa veste pour montrer son physique musclé et attaque Giro avec des coups dévastateurs. Cependant, Jiro est beaucoup plus rapide et esquive facilement toutes ses attaques. Il réalise que Kanawa n'a que des muscles et pas de cerveau, et ses attaques sont faciles à lire. Il décide d'utiliser cela contre le géant et esquive son coup au dernier moment, le laissant complètement vulnérable. Ensuite, Jiro concentre la puissance de Reigo dans son poing et tire une rafale d'aura sombre sur Kanawa pour finir le combat d'un coup. Cependant, Kanawa reste ferme face à l'attaque puissante et l'encaisse. Jiro lui dit qu'il va être envoyé voler jusqu'en Chine, mais rien ne se passe et Kanawa détruit son attaque à main nue. Jiro n'en revient pas et réalise que Kanawa est plus fort qu'il ne le pensait. Le géant guerrier Mononoke décide de révéler son véritable pouvoir, se transformant en une version améliorée avec un épais exosquelette sur ses bras et sa bouche.
Il dit que Jiro n'est ni un humain, ni un Mononoke, mais un hybride raté des deux, et il n'a aucune chance contre le vrai. Sur ce, Kanawa abaisse sa griffe et Jiro ressent un poids immense le poussant au sol. Il est forcé de s'agenouiller sous la pression, et Kanawa dit qu'il n'est peut-être pas assez rapide ou intelligent, mais il sait comment utiliser sa force et son poids à son avantage. Il demande à Jiro comment ça fait d'avoir le visage dans la terre. Parce que c'est ainsi que les Mononoke se sont sentis pendant des siècles, à cause du groupe appelé Oniwaban. Kanawa parle de la façon dont il était autrefois vénéré comme un puissant dieu de la montagne. Les humains le respectaient, priaient pour lui et lui offraient des sacrifices. Et en retour, il les protégeait. Cependant, les Oniwaban sont arrivés et ont retourné ses fidèles contre lui. Les villageois ont commencé à comploter pour l'assassiner, et quand il en a eu vent, Kanawa les a tous tués. Il soulève ensuite Jiro avec sa griffe invisible et dit que les Mononoke ont été persécutés par les Oniwaban. Ils se sont donc cachés dans l'ombre, attendant que les Oniwaban perdent leur pouvoir. Maintenant, ce temps est venu et les Mononoke vont reprendre leur place au sommet de la chaîne alimentaire. Kanawa commence à écraser Jiro avec sa griffe invisible, disant que si c'est tout ce que Reigo peut faire, ils n'ont même pas besoin de lui et il peut être un sacrifice pour faire surgir l'âge glorieux de Mononoke. En même temps, Ichai fait face à Rorin, qui dit que son attitude hautaine est ce qu'il déteste le plus chez les humains, et ça lui donne presque envie de vomir. Il dit à Ichai que si elle s'agenouille et le supplie, il pourrait envisager de la laisser vivre. Ichai ne lui laisse pas le temps de dire un mot de plus et saute vers lui, lançant une puissante attaque. Cependant, Rorin esquive facilement et dit que si elle veut se battre, il lui en donnera. Il agite son drapeau, envoyant une rafale de vent sombre vers elle. Et quand les vents passent, Ichai se retrouve debout sur une porte qui monte haut dans les nuages. Rorin lui dit que son sort affecte complètement l'esprit de sa cible, et si elle tombe ici, elle mourra pour de bon. Il commence à parler de la façon dont il a utilisé ses pouvoirs pour faire voir aux humains des illusions, allant des meilleures choses imaginables aux horreurs de l'enfer. En retour, il a pu voir un large éventail de leurs émotions, ce qui lui a fait ressentir quelque chose d'indescriptible. Ichai dit que les humains ne sont pas ses jouets, et Rorin rétorque qu'il les considère plutôt comme des animaux de compagnie. Il transforme ensuite son drapeau en lance et attaque Ichai rapidement, la poussant vers le bord. Cependant, elle attend le bon moment et saisit la lance, projetant Rorin au loin. Malheureusement pour elle, il est le maître de l'illusion, et il fait jaillir des ailes noires pour voler au-dessus d'elle. Ichai s'énerve contre lui, et Rorin décide de l'embêter encore plus en transformant ses vêtements en uniforme de collégienne. Elle est troublée, mais réalise que ce n'est qu'une illusion et qu'elle a toujours son arme. Elle décide de laisser Rorin croire qu'il l'a déstabilisé, car cela lui donnera la chance de l'éliminer définitivement. Pendant que Rorin réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite, Ichai active le mode furtif de son costume et disparaît. Il est confus par ce qui vient de se passer, et au moment suivant, Ichai lui fait face avec ses cuisses puissantes sur ses épaules. Elle lui tranche rapidement la corne, et Rorin commence à crier alors que son illusion prend fin et qu'il tombe au sol. Ichai dit que les cornes sont le centre de contrôle du pouvoir d'un Mononoke, et maintenant qu'il en a perdu une, il ne peut plus contrôler ses sorts, ce qui signifie qu'il a perdu. D'un autre côté, Kanawa réalise qu'il a échoué à écraser Jiro parce qu'il a abandonné son costume à la dernière seconde et s'est échappé. Cependant, ce n'est pas ce qui préoccupe Jiro car en ce moment, il a fusionné avec Reigo plus intensément que jamais. Avec des oreilles de chat, des griffes et une queue faite d'aura noire, Jiro demande à Reigo ce qui se passe, et le chat noir répond qu'il n'est pas sûr non plus, car au moment où Jiro a retiré son gilet, il a ressenti une puissance grandissante en lui. Jiro se souvient que Shiba parlait d'un suppresseur spectral dans leur costume, et se demande si c'était cela qui retenait Reigo. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Kanawa l'attaque, et Jiro réalise qu'il n'a pas assez de temps pour esquiver. Reigo agit de son propre chef et envoie un fouet d'aura noire pour arrêter Kanawa, mais cela finit par couper le géant rouge en deux. Ni Jiro ni Reigo n'ont d'idée sur la façon dont cela s'est produit. Reigo plonge dans ses pensées en réfléchissant à la façon dont il est devenu si puissant, et il réalise qu'il a inconsciemment puisé dans la force vitale de Jiro, ce qui l'a rendu si fort. Pendant ce temps, Ryuji est encore à commencer son combat avec son adversaire. Il lui dit de se rendre paisiblement, mais ensuite le garçon Amo dévoile son épée.
Ryuji se fige car il a déjà vu cette arme, et alors que le gars l'attaque, il réalise que c'est quelqu'un de son passé. Pendant ce temps, Giro contacte Shiba et Fuyo via le lotus magique pour leur donner des nouvelles de la mission. Il s'excuse car il s'est laissé emporter et a tué le gars avec qui il se battait au lieu de l'attraper vivant. Shiba s'y attendait, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter car Ichai a capturé un Mamotero vivant, ce qui devrait suffire à considérer cette mission comme un succès. Giro lui demande quelle est la situation de Ryuji et Shiba répond qu'ils n'ont pas encore reçu de rapport de sa part. Giro dit qu'il va aller vérifier immédiatement et Shiba lui dit de ne rien faire d'imprudent. Pendant ce temps, Rego est perdu dans ses pensées sur l'impact négatif qu'il a sur Giro. Il sent que s'il continue à posséder le corps de Giro et à utiliser son énergie spirituelle, il ne va pas rester humain encore longtemps. Soudain, Giro se saisit de son oreille et crie dedans, demandant s'il est avec lui ou non. Rigo est surpris par cela, mais Giro dit qu'il a essayé d'appeler son nom, mais il n'a pas répondu, alors il voulait juste s'assurer qu'il ne dormait pas. Il dit ensuite qu'ils doivent aller vérifier Ryuji, et le chat noir a encore des doutes sur ce qu'il doit faire. D'un autre côté, Ryuji a à peine esquivé la première attaque de son ennemi, sauvant son bras, mais subissant tout de même une profonde coupure au biceps. L'attaquant le loue, disant qu'il a toujours été doué pour esquiver les attaques à la dernière minute, mais il semble s'être encore amélioré depuis leur séparation. Eh bien, Ryuji dit à l'attaquant Shinji que c'est la mémoire musculaire qui lui a permis d'esquiver la dernière attaque, car c'était le mouvement signature de Shinji qu'il a utilisé contre lui des centaines de fois. Shinji retire sa capuche et demande à Ryuji s'il ne va pas l'appeler frère comme il le faisait autrefois. Ryuji répond que l'homme qu'il appelait son frère est mort le jour fatidique où il a échoué au rite de l'épée et que Hell Tempest a englouti son âme. Il dit que son frère est mort, mais Shinji répond que comme il peut le voir, il est toujours en vie. Il dit que Hell Tempest n'a pas dévoré son âme et qu'il est toujours le même gars qu'il était à l'époque. Il déclare que si Ryuji ne croit pas ses paroles, il va lui faire croire à son épée. Il charge en avant avec ça, et Ryuji sort son épée pour parer ses attaques. Alors qu'ils s'affrontent, Ryuji croit fermement qu'il se bat contre Shinji. Il est repoussé et demande à Shinji s'il est vraiment le même gars qu'il était autrefois. Pourquoi travaille-t-il avec les Mononoke maintenant? Shinji répond que c'est juste une question de commodité, et qu'il aurait pu s'opposer à la bureau dans l'ombre aussi. Il pointe alors son épée et le fixe avec menace, disant à Ryuji que tout cela est de sa faute. Il se souvient soudain de leur enfance, quand ils apprenaient le maniement de l'épée avec leur père. À l'époque, Ryuji était le meilleur épéiste et il a facilement battu Shinji. Il s'est alors tourné vers son père pour obtenir des éloges. Pendant que Shinji recevait une claque, leur père lui a dit qu'il était un faible qui ne pouvait même pas battre son frère jumeau. Et s'il restait comme ça, il ne deviendrait jamais l'héritier de leur famille. Il sort soudain de ce souvenir humiliant et attaque Ryuji, disant que se faire frapper par leur père et être insulté n'était pas la pire partie. Ce qui l'a le plus blessé, c'est que Ryuji a délibérément perdu contre lui après ce jour-là. Ryuji dit qu'il n'a jamais fait ça et Shinji lui répond qu'il l'a fait inconsciemment, sinon leur père l'aurait remarqué. Il en est sûr car il pouvait sentir la différence dans les frappes de Ryuji. Et à cause de son sourire, même après avoir perdu les combats, Shinji dit qu'il pensait que son frère essayait de lui épargner la honte et qu'il voulait répondre à ses attentes en devenant meilleur. Il s'est donc consacré à s'entraîner aussi dur qu'il le pouvait. Mais peu importe ce qu'il faisait, Ryuji était toujours juste un pas derrière lui. Comme si c'était intentionnel, Shinji croit qu'il n'a jamais vraiment été en avance sur lui, et que Ryuji l'a laissé prendre de l'avance pour le rabaisser. Shinji le repousse soudain, disant qu'il ne comprendra jamais ce sentiment de désespoir et d'humiliation qu'il ressent chaque jour. Il utilise ensuite une puissante attaque aérienne qui envoie Ryuji en arrière, puis déclare qu'il voulait être plus fort et qu'il était prêt à tout faire, furieux d'entendre cela, et lui demande si c'est pour ça que Shinji a tué leur père. Il se jette alors sur Shinji et déclenche une attaque dévastatrice, mais Shinji l'esquive. Il saisit ensuite l'épée de Ryuji, lui disant que c'est ce qu'il veut voir. Il veut ressentir sa rage plutôt que sa pitié, et il veut voir son petit frère essayer de le tuer. Ryuji est perturbé par le comportement étrange de Shinji, ce qui le distrait de l'attaque imminente. Shinji file past Ryuji après lui avoir infligé un coup sérieux à l'estomac, et Ryuji tombe à genoux, se demandant si tout cela est vraiment arrivé à cause de lui. Shinji marche alors derrière lui,
et au lieu de l'attaquer alors qu'il est sans défense, il s'excuse car la blessure était plus profonde qu'il ne le voulait. Il dit qu'il ne veut pas tuer son frère quand il n'est pas à son meilleur, mais il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Il ramasse son fourreau et dit à Ryuji que c'était bien de le revoir, puis lui sourit, disant que la prochaine fois, ce devrait être un véritable combat à mort. Il s'éloigne et Ryuji est laissé dévasté, car le jour où Shinji a tué leur père, il l'a vu s'éloigner comme ça, et il ne peut pas supporter tout ce traumatisme à nouveau. En attendant, Jiro cherche toujours Ryuji, mais il ne peut pas se déplacer trop vite, car il a subi beaucoup de dégâts lors de son combat avec le Hulk du dollar. Cependant, Rego sait que la raison de la fatigue de Jiro n'est pas seulement les dégâts qu'il a subis, mais aussi la nouvelle transformation qu'il a débloquée. Il décide de lui parler sérieusement immédiatement, mais Jiro lui demande d'attendre car quelqu'un s'approche d'eux. Une seconde plus tard, une voiture noire s'arrête devant eux et un gars aux cheveux noirs et blancs en sort. Il dit à Rego que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et Rego et Jiro restent sans voix en le voyant car ce n'est autre que son ennemi juré Amagi. Il est surpris de voir que Rego a parlé de lui à Jiro, ce qui signifie qu'il lui a raconté l'histoire de son passé. Amagi dit qu'il n'a jamais pensé que Rego se lierait si facilement à un humain et ajoute qu'il est ironique que l'unique humain à qui il a ouvert son cœur soit le même qu'il devra dévorer. Jiro est confus par cette déclaration, alors Amagi demande s'ils n'en ont pas encore parlé. Il sort un paquet de cigarettes de son manteau et dit à Jiro que si deux âmes vivent dans un même corps, elles partagent une coexistence très fragile qui sera bientôt dominée par l'âme dominante. Il lui dit que chaque fois qu'il utilise les pouvoirs spirituels de Rego, il lui donne sa force vitale, car c'est ainsi que fonctionnent les humains et les Mononoke. Rego est nerveux quant à la réaction de Jiro maintenant, mais il lui dit qu'ils doivent refaire la dernière transformation pour battre Amagi. Rego lui demande s'il a écouté quoi que ce soit tout à l'heure, car utiliser ses pouvoirs raccourcit sa durée de vie. Jiro demande pourquoi cela a de l'importance, car s'il peut tuer leur principal ennemi en sacrifiant un peu de sa vie, il est prêt à le faire n'importe quel jour de la semaine. Amagi est impressionné par lui et dit qu'il respecterait son courage s'il n'était pas si idiot. Jiro se fâche d'être insulté et la prochaine chose qu'il sait, c'est le poing d'Amagi frappant son ventre et le mettant hors de combat. Amagi dit qu'il ne peut même pas le voir bouger en ce moment, donc se battre est trop farfelu. Il dit ensuite à Rego que puisque Jiro est son hôte, il ne le tuera pas tout de suite. Cela met Rego en colère, et il jure que si Amagi fait du mal au garçon, il va le faire payer. Amagi trouve cette menace risible, car il sait que Rego est assez impuissant en ce moment. Il dit à Rego que s'il veut sauver le garçon, il doit jurer sa loyauté absolue envers lui et faire exactement ce qu'il dit à partir de maintenant. Juste à ce moment-là, Koga arrive en tenant Naruko, et il se rassemble autour de Rego pour lui dire que tout est prêt pour l'enlever de son hôte. Rego est choqué d'entendre ça, et Amagi lui dit qu'enlever un Mononoke d'un hôte humain est étonnamment facile. Il va créer un champ de force autour de lui, puis un portail apparaîtra, ce qui lui permettra de quitter le corps de Jiro. Rego dit que ça semble risqué, et Amagi confirme, disant que plus il résiste, plus Jiro est en danger, et dans son état actuel, il va probablement mourir. Cela met Rego sur la défensive, et il demande à Amagi de promettre qu'il laissera Jiro et les autres en vie s'il accepte de le suivre. En même temps, les médecins emmènent Ryuji en sécurité car la barrière de brouillard autour de la ville a disparu. Shiba dit à Ikai de venir avec lui et appelle Tuko pour demander du renfort. Elle ne veut pas vraiment s'impliquer davantage avec lui, mais elle accepte de mener personnellement une équipe d'élite appelée les Black Cloaks dans la ville. Shiba est surpris que Tuko ait réussi à préparer l'équipe d'élite si rapidement après avoir dit qu'elle ne voulait pas aider. Elle lui dit qu'en échange, il va la laisser gérer la situation comme elle l'entend. Elle lui ordonne de d'abord trouver l'emplacement exact de Jiro et ensuite de lui faire un rapport car ils doivent le sauver rapidement. De retour en ville, Naruko crée un champ de force autour du corps de Jiro qui commence à aspirer Rego. Ils pensent qu'ils ont tant essayé et sont arrivés si loin. Mais à la fin, ils vont perdre contre Amagi. Ils pensent que Jiro ne lui pardonnera jamais ça, et juste à ce moment-là, Jiro se réveille et attrape sa queue. Lui demandant ce qui se passe ici, il dit à Rego que le combat n'est pas encore terminé, et qu'ils doivent tous les deux travailler en équipe s'ils veulent gagner. Rego commence à hésiter en entendant cela, mais Amagi le saisit de l'autre côté du portail et lui dit de sortir, ou il mourra avec son vaisseau. Koga lui dit de se détendre, car ils ont besoin de Rego en vie. Quand soudain, une voiture arrive à toute vitesse vers eux.
Un gars blond saute du toit en criant « Papa, grand chien, coup de hache !» et frappe Amagi de toutes ses forces. Avant que Koga puisse réagir, une fille aux cheveux roses apparaît devant lui et l'envoie voler avec une onde de choc. Les deux se rejoignent et la fille donne un coup de pied au gars blond pour ses cris de bataille stupides. Jiro se demande qui sont ces clowns quand Tuko arrive aussi là. Juste à ce moment-là, Kuga se relève et il est furieux qu'un groupe d'humains pense l'avoir vaincu si facilement. Il se précipite vers eux et il se prépare à riposter, mais Koga les esquive et prend Naruko car leur travail ici est déjà fait. Amaji a sorti Rego du corps de Jiro et il a une porte noire prête à le téléporter chez lui. Le gars blond et la fille aux cheveux roses se précipitent pour l'arrêter, mais Amaji dit simplement « Ciao » et disparaît. Avant de partir, Jiro jette un dernier regard à Rego qui dit quelque chose, mais il s'évanouit immédiatement après l'avoir entendu. Quelques jours plus tard, Ryuji se réveille à l'hôpital avec Ichai et Hana veillant sur lui. Il est content de voir deux beautés s'occuper de lui, et une fois que les choses se calment, il commence à se sentir pathétique d'avoir perdu contre son frère aîné. Il demande ce qui est arrivé à Jiro et Rego, et Ichai a du mal à lui annoncer la mauvaise nouvelle. Pendant ce temps, dans le bastion des Mononoke, Amagi va voir Rego, qui est retenu à l'intérieur d'une barrière spéciale pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Amagi lui demande s'il ne se sent pas bien car il n'a pas touché à son dîner, qui est une pauvre femme aveugle. Rego répond qu'il ne prévoit pas de manger et Amagi dit que comme ils n'ont pas besoin de la fille, ils peuvent s'en débarrasser. Avant que Rego puisse l'en empêcher, Amagi claque des doigts et efface la tête de la fille de la réalité. Il dit que les humains sont si faibles et pathétiques, mais ils prétendent toujours être l'espèce dominante de ce monde. Il déclare qu'ils vont bientôt corriger le cours de ce monde et que les Mononoke régneront sur les humains. Rego lui dit d'y aller et de faire la guerre aux humains car cela ne l'intéresse pas du tout. Amagi dit qu'il a déjà mené la guerre contre les humains dans le passé. Juste après que Rego se soit enfermé, la bataille s'est terminée par sa défaite humiliante, et il a réalisé que les humains peuvent être faibles seuls, mais leur force réside dans leur nombre. Il a compris qu'ils avaient besoin d'un pouvoir écrasant pour les vaincre, et c'est Rego. Rego rit en entendant cela, et dit à Amagi que s'il veut tellement son aide, il le rejoindra dans la guerre. Amagi trouve cela étrange, et il remarque immédiatement quelque chose qui le pousse à attaquer Rego. Il le saisit par la gorge et demande où est sa queue. Rego rit, disant qu'Amagi l'a tiré si violemment qu'il a laissé sa queue derrière avec Jiro, ainsi que tout son pouvoir spirituel. Et en ce moment, il n'est qu'un mignon chat qui parle. Il commence à miauler pour Amagi, demandant si ça va l'aider dans sa guerre contre les humains. Amagi est furieux, il jette Rego au sol et l'attaque pour l'avoir trompé. Rego accepte sa mort et dit que le reste dépend maintenant de Jiro. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine.